Donc, je dirige une association de protection de la nature et éducation populaire. Et donc, on a cette vidéo qui retrace la situation de notre escargot et l'aventure de CPU à son chevet. Dites-moi s'il n'y avait pas le son ou quelque chose, un problème, dans quel cas j'afficherai le lien pour voir directement la vidéo sur YouTube. Je partage mon écran, vous le voyez? Oui, c'est très bien. Si ça marche pas, on peut aussi essayer de partager. On n'a pas le son. Alors, essayez de le partager vous ou alors j'affiche le lien. Madame, je sais que tout à l'heure, on avait eu ce souci pour une vidéo. Est-ce que vous avez coché sur partager l'audio aussi? Parce que lorsque Zoom demande quel écran veut partager, il faut cocher une case qui s'appelle partager l'audio. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, je vais essayer de la trouver. Euh, C'est-à-dire, si vous arrêtez le partage et que vous voulez le relancer, là, vous verrez une case partager l'audio. Partager l'écran. Le voilà. Et partager l'audio, vous me dites? En fait, c'est lorsque Zoom demande quelle fenêtre de notre ordinateur on veut partager. Vous avez dû cliquer sur une des fenêtres, et ben à ce moment-là, il y a une petite case en bas à gauche, partager l'audio. C'est bon, merci. C'est beau la jeunesse, hein? On Pas est de bien souci. adapté. Merci, c'est parti. De rien. Le son est parfait, merci. Le saviez-vous, il existe à Ajaccio une autre célébrité que celle-là. À peine plus grosse qu'une cerise, elle vit cachée à l'abri des regards depuis 2 millions d'années. Cette discrète star ajaxienne, c'est l'escargot de Corse, Tyrrhenaria serratina ou Helix de Corse. Il vit la plupart du temps enfoui sous quelques centimètres de sable, ne sortant que la nuit et sous la pluie. En 1919, les derniers scientifiques à l'avoir vu le signalaient rive gauche de l'embouchure de la Gravone. Sauf qu'entre-temps, la Gravone a été détournée. Tout le monde le cherchait là, alors qu'il était là. Finalement, il faut attendre 1990 pour que Bernard Recorbet et Philippe Boucher retrouvent enfin la trace de l'Hélix de Corse. Cet escargot endémique fait partie du peuplement ancien de la Corse. Aujourd'hui, il vit exclusivement à Ajaccio et plus précisément à l'arrière de la plage du Ricanto. Cela signifie que de toute la surface du globe, l'escargot de Corse n'occupe plus aujourd'hui que 2 hectares ici au Ricanto sur des espaces protégés par le Conservatoire du littoral et gérés par la collectivité de Corse. Un plan national d'action est donc mis en œuvre pour tenter de sauver l'Hélix de Corse. Le CPIE d'Ajaccio s'est mobilisé pour contribuer à cette lourde tâche. Avec le soutien de l'Office français de la biodiversité et le solide tutorat scientifique du malacologue Xavier Cuchera, du professeur de génétique évolutive Annie Guillet et du chargé de mission au Conservatoire du littoral Michel Delogère, les techniciens de l'environnement du CPIE d'Ajaccio travaillent à la connaissance et à la protection de l'Hélix de Corse en essayant de créer un élevage en milieu naturel. Et donc nous voilà dans notre bac à sable, mais c'est un mésocosme. Un mésocosme, donc c'est un milieu moyen. Donc c'est le milieu dans lequel on va pouvoir élever les animaux sans avoir les risques sanitaires qu'on aurait pu avoir si on avait choisi d'élever les escargots dans des aquariums, dans des vivariums. Ici, on a donc 50 escargots adultes. Depuis, on en avait 20 au printemps dernier et 50 depuis cet automne. Et l'idée, c'est qu'ils nous fassent des petits. Nos escargots, ils sont nocturnes, fouisseurs, c'est pour ça que les Ajacciens ne les ont jamais vus, et ils ne sont actifs que au printemps et à l'automne, quand les températures sont douces. Sauf que la pluie n'est pas toujours au rendez-vous. Donc nous, on s'est dit, si on arrose quand il ne pleut pas, les escargots seront en mode actif, se reproduiront et nous aurons des juvéniles. C'est ce qu'on a fait au printemps dernier avec 20 escargots qui venaient du bout de la plage là-bas de Tahiti. Et ça a marché. Mais la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'en arrosant, on a créé un milieu qui était constamment humide, favorable aux escargots, mais qui a attiré les fourmis.
Donc c'est des fourmis invasives et très agressives. On a une espèce invasive face à une espèce en déclin. Elle pourra aussi contribuer à son extinction peut-être. Enfin, c'est la question qu'on se pose. Donc là, on peut voir un adulte qui se fait attaquer par les fourmis. Hier, en fait, celui-ci, l'adulte, je l'ai marqué en vert parce que je le voyais déjà à côté des fourmis. Mais tu n'as pas vu l'attaque? Non. Alors pour là, c'est clair. Voilà. Mais si ça reste comme ça, c'est-à-dire de l'humidité mais pas de grosses pluies, c'est les fourmis qui auront le dessus. C'est notre élevage qui a révélé ce phénomène de prédation par la fourmi. Auparavant, malgré tout le temps passé sur le terrain, personne ne l'avait jamais signalé dans le milieu naturel. Alors nous l'étudions, nous essayons de quantifier le phénomène qu'on a observé. Ça intéresse beaucoup les scientifiques de modéliser les grands enjeux de la conservation des espèces à l'appui d'un escargot qui est comme ça à notre porte, dans un terrain extrêmement restreint et finalement très facile d'accès, même si compter les escargots la nuit sous la pluie, c'est toujours dans l'écologie un peu engagée. Le piquet à côté du piquet repéré, un au milieu de la corde, un à l'extrémité, et on tourne. C'est le derviche comptage. Donc l'idée, c'est de faire des élevages comme ça, assez low-tech, pour pouvoir coloniser toute la lande qui est derrière. On met des reproducteurs, on arrose, il y a des juvéniles, on enlève le cadre et on crée des poches de population qui pourraient reconquérir cette station donc réhabilitée il y a 20 ans. Et souvent, le grand public a du mal à prendre conscience que ces phénomènes-là se passent à notre porte sur les espèces les plus banales. Tu n'as plus de passereaux, tu n'as plus d'hirondelles, on n'a plus d'insectes sur les pare-brises. Enfin, il y a quand même un effondrement, une déplétion de la biodiversité qui est préoccupante. Et là, on le touche du doigt avec cet escargot. Et c'est vrai qu'un escargot, c'est pas très charismatique, mais quand on raconte tout ce qu'on sait sur sa vie, on lui donne une matérialité, une personnalité à laquelle les gens sont sensibles, et pas que les enfants. La pédagogie, elle est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a essayé d'associer sur le terrain, dans l'expérimentation, plusieurs publics, le grand public usager de la plage, les scolaires, beaucoup, et souvent dans l'action, ils ont contribué à mettre en place les bacs d'élevage, on les a associés au comptage, quand on a pu, du succès de ces reproductions. On est venu observer les escargots et déplacer les enclos. Alors regardez, il a un petit numéro jaune. Il est 5. La transition écologique, elle passe beaucoup aussi par cette mobilisation collective sur un bien commun. Et là, on n'en parle pas, mais on le vit. C'est-à-dire qu'elle récupère la bave des escargots. Si on devait mettre ces escargots sur une plage, on aimerait bien les confier à quelqu'un. Et les étudiants du lycée agricole, ce serait intéressant pour leur formation et pour qu'ils vivent aussi un projet concret. Donc après, par rapport aux aléas météo... Et enfin, il y a ce jeu de table qui doit concentrer sous une forme joyeuse et drôle, d'une part, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait de la science, sur la biologie de l'escargot, et que l'on essaye aussi de mener comme un jeu collaboratif. 20 ans après sa restauration, le parking ne semble toujours pas colonisé par l'escargot. Retire tous les escargots de 45 à 57. Donc, allez, Ça reflète quand même la réalité. Et ce qu'on aimerait faire comprendre, c'est donc comment les facteurs écologiques
détermine la répartition des escargots et ô combien aussi il y a d'aléas qui feraient que cette population peut être aussi très plastique, se développer, se restreindre. Alors la partie scientifique, elle a été riche en termes d'enseignement. C'est la partie conservation qui a peu progressé. Ce qui est difficile quand on parle comme ça, c'est de dire mais alors à quoi bon? À quoi bon? Et ce que j'espère avec ce projet, nous on a vécu quelque chose au plan humain, très joyeux, très intéressant. Et Annie Guillet a une expression que j'ai retenue, elle parle de dette d'extinction, c'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est la fin de quelque chose qui est déjà écrit. Mais peut-être que nous n'en avons pas dit notre dernier mot, c'est-à-dire que une fois présenté avec humilité nos résultats, on va encore élargir le groupe, réfléchir ensemble et peut-être retrouver encore des pistes qui nous permettront de reprendre cet élevage avec des gens plus compétents que nous pour les élever peut-être en vivarium, que nous serons là pour la période intermédiaire de réimplantation dans la nature ou des choses comme ça. Et c'est aussi une leçon que de montrer que restaurer, c'est pas facile. Il vaut mieux ne pas détruire. Voilà. Alors, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci pour cette vidéo. Donc, bon, ben voilà, de manière un peu rafraîchissante, un peu un exposé qui je trouve un peu conclusif par rapport à ce séminaire très riche, avec tous ces enjeux donc, de la conservation de la biodiversité. Notre escargot, on les cumule tous, c'est-à-dire c'est une paléo-endémique, peut-être qu'elle est en train de s'éteindre de sa belle mort. Il est concerné par le changement global. Les étés, maintenant, il ne pleut plus de mai à octobre et tous les ans, on a des records de température au sol. Il est sur le front littoral d'une plage en net recul. Et ce qu'il faut voir sur le recul du littoral avec les plages, c'est une perte sèche. C'est-à-dire que nos plages, quand elles sont érodées, on se retrouve sur le talus de dépôt quaternaire chapeauté de maquis. Il n'y a pas de recul possible. On n'est pas comme dans les Alpes où on pouvait monter en altitude ou sur les rochers, quand les arapèdes et les cristaux marines peuvent monter un peu sur le caillou. Là, ce sont des pertes sèches. On a un impact anthropique énorme, la déviation du fleuve, la fragmentation pour le parking. Et maintenant, le site est traversé par l'aéroport qui vient de perdre 15 mètres avec la tempête Ciarán il y a 15 jours. Et maintenant, on a aussi donc, ces fourmis Tapinoma magnum envahissantes qui posent des énormes problèmes sur le maraîchage insulaire et dont on n'a pas encore tout à fait mesuré son impact. La prédation, oui, il y a. Est-ce que c'est une menace? On ne sait pas trop. Donc voilà, tous ces enjeux sur 2 hectares occupés, 6 hectares potentiels. Et là, donc, avec votre professeur Annie Guillet, elle a mis en évidence 3 poches de population qu'elle arrive à discriminer génétiquement. Et donc, tous ces enjeux de connectivité, est-ce qu'il faut restaurer des corridors, est-ce qu'il faut croiser ces animaux? Donc, on a un modèle scientifique passionnant. Et moi, l'autre aspect que je voulais aborder aussi dans cette session, c'est la notion de sciences et société que les collègues ont abordé sous l'angle des pêcheries, sous l'angle
Là, donc, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est comment un groupe de militants un peu barrés, hein, il faut nous imaginer charrier des tonnes d'eau de pluie sur le dos la nuit sur la plage, solidement encadré par sur le plan scientifique, avec la confiance des gestionnaires, nous permet de tenter quelque chose et avec en contrepartie quand même une espèce de limite, c'est-à-dire qu'on a fait un beau projet, mais finalement, on n'a pas réussi quoi, hein, à produire des escargots, on en a relâché moins de 20. Donc nous, en tant qu'éducateurs, tout cet aspect de capacitation, montrer aux gens l'empowerment, la capacité à faire, si à l'arrivée, on se réjouit des combats perdus, bon, ben, on reste lucide quoi, hein, sur finalement notre impuissance. Voilà, pour l'essentiel, je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup. Loïc, si tu veux poser ta question, peut-être pour commencer. Oui, ok, merci. Moi, j'avais une question par rapport à... J'ai trouvé un moment intéressant sur le jeu de société que vous avez développé. En Ouais. fait, je trouve ça chouette d'essayer de sortir, on va dire, la connaissance et ces choses-là à travers d'autres supports. Et en fait, ce support-là, l'idée que vous avez eue, c'est quelqu'un qui vous a fait une demande ou c'est vous qui avez essayé d'exporter ce sujet-là avec un autre support, bah, comme le jeu qui peut être diffusé à d'autres gens, par exemple? Non, non, ça c'est vraiment notre identité, quoi. La vulgarisation, le partage, le porter à connaissance, c'est vraiment consubstantiel de notre curiosité scientifique. Donc, on a répondu à l'appel à projet de l'Office français de biodiversité, les associations s'engagent pour la biodiversité. Et dans ce projet, on avait tout de suite imaginé essayer l'élevage, continuer à accompagner la DREAL quoi, hein, sur la connaissance et créer des supports pédagogiques, dont ce film hein, qui nous sert bien. Et le jeu, qui est une espèce de jeu de loi où en 2 ans de parcours, on récolte des gouttes et des fleurs pour faire son cycle de reproduction. Et les animaux sont soumis aux aléas qu'ils rencontrent, quoi, l'érosion des côtes, le piétinement, la sécheresse, les enjeux forts sur les juvéniles. Et, et c'est vraiment notre manière de penser notre action. Voilà, c'est le propre des associations. Hein, on a beaucoup de difficultés, mais on a cette infime liberté de faire ce qu'on a envie quand effectivement on réussit à avoir des subventions pour le faire. D'accord. Ok, merci, je comprends. On va pouvoir passer à une autre question. Guillaume, si tu veux. Guillaume, tu es mute. Tu peux allumer ton micro. Ouais, désolé. Alors, j'avais une première question, vous y avez en partie répondu. C'était est-ce qu'il y avait des problèmes d'érosion des côtes en Corse qui pourraient impacter l'escargot? Et donc, j'en ai une autre. C'est est-ce qu'il y a des problèmes de surfréquentation des sites où il y a cet escargot? Et si ça pourrait endommager son milieu ou lui-même? Alors, l'érosion, oui, hein. Alors, je vous dis, la semaine dernière, enfin, avec la tapette Sioran, la clôture périmétrale de l'aéroport est tombée. Enfin, il y a effectivement des phénomènes d'érosion. Pour ce qui est de la fréquentation, cet escargot a la bonne idée de s'enfouir très profondément dans la lande en été. Donc, on peut piétiner la lande en été sans trop risquer de l'écraser. La difficulté, c'est maintenant où il est actif la nuit, donc là, il est tranquille, mais le jour, il ne s'enfouit que de quelques centimètres. Et l'autre jour, j'ai connu une situation vraiment pénible, quoi, hein. Il y avait une association de bonne volonté pour nettoyer la plage après la tempête. Comme j'avais vu que les ganivelles étaient partis, j'ai participé à cette opération. Je suis venue avec mes documents, expliquer l'enjeu de protection. Je pris le devant de la file pour aller justement là où les barrières étaient tombées. Et les gens se sont appliqués à nettoyer les enclos à l'intérieur des enclos fermés. Je n'ai pas imaginé qu'ils auraient aussi rentré. Pour finalement n'enlever que le bois de ganivelle, du bois mort, quoi. Et en piétinant pendant 2 heures sur la plateforme. Donc oui, il y a des opportunités de piétinement.
Mais plus que le piétinement qui est maintenant très bien contenu par les ganivelles posées par le conservatoire et la collectivité de Corse, c'est les changements globaux, les pollutions lumineuses avec l'aéroport et l'assèchement de la zone. Je veux dire, on a détourné un fleuve. L'endroit où on a fait l'élevage, c'était un parking. Moi, j'ai appris à conduire sur ce parking, donc c'est un terre-plein, quoi. Et là, malgré la restauration très réussie sur le plan paysager, il est probable que les terres fines qui sont demeurées dans la colonne de sable finissent par constituer une semelle à 30 cm que l'escargot ne franchit pas. Donc, les enjeux, ils sont plus. Le conservatoire veille à rendre ces sites accessibles au public, et là, c'est tout à fait compatible avec la conservation de la vie. D'accord, merci. Mathéo, si tu veux poser ta question. Merci pour votre présentation. Est-ce que, au-delà de l'élevage, il y a une volonté de vouloir relier les populations qui sont déjà présentes, ou alors avec, comme vous avez dit, les enjeux potentiellement de la fourmi invasive, etc., c'est pas envisageable pour l'instant? Alors, l'élevage, c'est une des solutions. Après, avec votre prof, Annie Guillet, on travaille beaucoup sur la connectivité et la connexion génétique entre les noyaux de population isolés. Le problème maintenant qu'on va rencontrer, c'est si. Alors, on écrit le nouveau PNA en ce moment. Donc, il faudrait réussir à stabiliser l'unique station de Corse où se trouve cet escargot, et donc l'unique station au monde. Hein. Et ensuite, essayer de trouver une station où on pourrait ensemencer avec des animaux d'élevage et créer une nouvelle population. Et là, alors, en plus d'être unique sur ce site, pendant très longtemps, on a cru que l'escargot était inféodé à un genet de Salzman qui est en situation littorale de manière exclusive sur le site où est l'escargot. Donc, pendant longtemps, on a associé escargot a besoin de genet, le genet n'est qu'ici, on ne peut pas mettre l'escargot ailleurs. Et de plus en plus, maintenant, on travaille non plus sur la biodiversité spécifique, mais fonctionnelle. Qu'est-ce que le genet apporte à l'escargot pour lui permettre de constituer son habitat? Donc, on a tout ce programme de passer en revue les sites susceptibles d'accueillir l'animal au regard de critères qui sont en train d'être bien connus quand même. Voilà. Merci. On aurait une dernière question si personne d'autre n'a de questions. Ce serait à propos donc on a vu sur la carte qu'il y avait l'air d'avoir 2 populations géographiques. Au niveau génétique, vous avez dit que vous aviez identifié plutôt 3 populations. Et on se demandait si elles se portaient toutes sensiblement pareilles, si elles étaient toutes sensibles aux fourmis de la même façon, ou s'il y avait des grosses différences entre les populations, ce que vous avez observé à ce niveau-là. Alors, pour l'instant, les marqueurs génétiques qu'a exploré le professeur Annie Guillet sont des gènes non codants. Hein, donc, ils sont différents, certes, mais pas forcément mieux adaptés. On a des critères morphologiques qui les différencient. Il y a une station où les animaux sont beaucoup plus gros. Et surtout, la station où ils se portent le mieux, c'est une station qui, pour l'instant, n'est pas envahie par la fourmi. Donc, grosso modo, maintenant, on guette l'arrivée de la fourmi. Parce que, bon, alors, là, peut-être que l'aéroport constitue finalement aussi une espèce de no man's land pour cette fourmi envahissante. Et cette station protégée, elle est coincée entre le fleuve, la mer et l'aéroport. Mais bon, là, on est sur des aménagements de digues hein, pour l'aéroport d'enrochement pour protéger la piste, qui est. Pendant 100 ans, ce site a été dégradé. Pendant 20 ans, on l'a restauré. Maintenant, pour sauver l'aéroport, nos high spots sont en grand danger. C'est là qu'on a un fort enjeu. Voilà. Mais je n'ai pas répondu à votre question, j'ai dérivé. Pardon. Ici, c'était comment se portent les populations, mais vous aviez dit qu'il y en a une sans fourmis qui se porte beaucoup mieux. Ouais. Donc pour vous, le critère principal, ce serait quand même, il y en a plein d'autres, mais ce serait quand même la fourmi qui jouerait un rôle. Non, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'on a observé une prédation. Je veux dire, un rouge-gorge mange des vers de terre, point barre, c'est pas une catastrophe. On a observé la prédation par un animal qui est quand même, là où il y a la fourmi, toute l'entomofaune recule. Hein, c'était le stage de Mélissa. Toute la diversité donc recule. Mais il faut encore qu'on observe et qu'on arrive à mieux quantifier cette interaction pour voir si vraiment elle constitue une menace. Surtout qu'on la observe. Enfin, la menace, on pense qu'elle est surtout sur les juvéniles. Et là, c'est très difficile à observer.
en dehors des bacs. Hein. Sur les bacs, c'est facile, hein, mais repérer les juvéniles dans la nature, c'est pas facile. Voilà. Donc là, c'est une question qu'on essaiera de résoudre. Là, on vient de déposer un projet au titre du Fonds vert pour constituer nos observations. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Merci. Merci.